Human First, au cœur de l'humain. Salle. Vous êtes de plus en plus nombreux cet après-midi, c'est chouette. Bienvenue Agnès, venez. Agnès de Roglaudre, cofondatrice et coprésidente d'Éclosion. Je vous disais qu'on enchaîne. Et je veux vraiment respecter la montre parce que... excusez-moi madame, mais il était pile sur son timing. À plus une minute. Petit sujet homme-femme. Égalité homme-femme. Alors, non, mais madame, je peux lui donner le micro. Hein. Elle me dit, mais vous n'avez pas coupé le ministre, mais il est allé à 1 minute 30, comme Noémie est allée à 1 minute 30. Voilà, et je l'ai coupé aussi. Alors là, elle a affecté ma santé mentale, elle. Jean-Michel, on y va. On y va on continue à dérouler sur l'expérience collaborateur. Vous êtes entré à la SNCF, vous pouvez travailler sur le marketing, stratégie, audit interne, piloter des programmes et des projets. En enchaînement de ce thème important que l'on vient d'aborder, je rappelle d'ailleurs qu'il a été déclaré, je ne sais plus si Noémie l'a dit, grande cause nationale. Faites comme chez vous. La question posée, c'est comment prendre soin de ses collaborateurs, comment s'assurer aussi que les différents acteurs de l'entreprise sont alignés sur ces sujets. Vous êtes auteur du livre L'expérience collaborateur, engagez vos collaborateurs et déployez de nouveaux modes de travail, qui est en vente là-bas à la librairie. Et 18 minutes pour vous entendre. Bienvenue à vous. Merci Jean-Michel d'avoir détaillé mon CV aussi intensément. Aujourd'hui, je vous parle de l'expérience collaborateur. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder que quand on a commencé l'écriture du livre avec Maxime, mon co-auteur, on était en novembre 2020 et on a rendu notre manuscrit début 2022. Vous avez vu, il est sorti en avril 2022. Donc, on a traversé tout ce qu'on a pu connaître tous ensemble sur le Covid. Et notamment, j'étais à l'époque en position de manager, donc avec beaucoup de sujets de santé mentale, pour faire le lien avec Noémie. Et aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est les questions de transformation, d'expérience et d'impact. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est d'où on parlait avec Maxime, parce que c'est toujours intéressant de dire d'où on parle, qui on est pour prendre la parole et en l'occurrence écrire sur le sujet. Donc moi, j'apportais une expérience de terrain, puisque quand on a coécrit ce livre, j'étais directrice de l'immobilier et de l'environnement de travail dans une mutuelle d'assurance. Et à ce moment-là, on était en train de restructurer, de réécrire le plan stratégique de l'entreprise. Et j'avais glissé à un dirigeant comme ça dans son oreille. Ce qui serait intéressant, c'est de mettre sur le même plan l'expérience client et l'expérience collaborateur. Parce qu'on a effectivement eu toute une période où on parlait d'expérience client. On a aussi eu toute une période où on disait l'expérience client, elle va être favorable, elle va être satisfaisante si l'expérience collaborateur elle-même est satisfaisante, notamment pour les collaborateurs qui sont en contact direct, en front avec le client. Mais c'était une petite innovation, en l'occurrence, dans cette mutuelle d'assurance, de mettre sur le même plan ces deux sujets. Et évidemment, comme j'avais glissé à l'oreille, on m'a confié ce chantier de travailler sur l'expérience collaborateur. Et donc, j'ai travaillé avec, en l'occurrence, un cabinet de conseil. Et à nous deux, on avait une vision qui était intéressante parce qu'on était à la fois, moi j'étais terrain, j'étais moi-même manager, j'étais terrain à l'intérieur d'une entreprise avec son système, son écosystème. Et il y avait le regard extérieur d'un consultant qui voit plusieurs entreprises et qui pouvait apporter son expérience par rapport à ces entreprises-là. Et ayant conduit ce chantier, on s'est dit ça vaudrait le coup de transmettre la façon dont on a conduit le chantier, qui était aussi là, un peu innovante, originale pour l'entreprise en question. Et donc qu'on en fasse un livre et qu'on puisse transmettre et aider des entreprises qui peut-être sont un peu comme une poule devant un couteau sur le sujet. Donc on va aborder le quoi, de quoi parle-t-on quand on parle d'expérience collaborateur, le pourquoi aussi, je ne l'ai pas mis, mais le pourquoi, et le comment.
Alors, le sujet aujourd'hui de Human Day, du congrès, c'est expérience collaborateur, clé de l'attractivité des employeurs. Oui, c'est un sujet, l'attractivité, mais nous, on a listé 7 raisons, finalement, de s'intéresser à l'expérience collaborateur. On parle beaucoup, même si je n'aime pas ce terme-là, de guerre des talents. Donc, effectivement, on voit que c'est de plus en plus difficile, aujourd'hui, d'attirer des gens dans son entreprise pour des raisons réelles et sérieuses. Hein, on parlait de washing, donc on est effectivement comment on est aussi cohérent et aligné entre la façon dont on se présente vis-à-vis des candidats, on parle de marque employeur, et ce qui se joue réellement dans l'entreprise. Et c'est pour ça qu'on a parlé de besoin de transparence, parce que de plus en plus, aujourd'hui, les gens qui veulent rentrer, qui candidatent dans une entreprise, eh bien, ils se renseignent. Et ça, évidemment, les réseaux sociaux le permettent énormément. Des applications, j'imagine que vous avez déjà entendu parler de Glassdoor, qui permet à des employés, sous couvert un peu d'anonymat ou non, de raconter la vie réelle de l'entreprise. Et donc, c'est là qu'on va avoir un écart important entre ce que j'annonce, moi, en tant qu'entreprise, que vous allez trouver chez moi en travaillant dans mon entreprise, et ce qui est réel. Et de plus en plus, les candidats, effectivement, grâce aux réseaux sociaux, grâce à LinkedIn, etc., vont se renseigner et vont aller, avant toute chose, avant d'entrer dans l'entreprise, vont aller parler à un salarié, 2 salariés, parce que de fil en aiguille, ils vont connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et donc ça, c'est important aussi de savoir la façon qu'aujourd'hui, une entreprise, ça lui échappe totalement, puisqu'il y a des choses qui se disent sur elle, qui sont la vie réelle et qui sont le témoignage d'employés, de collaborateurs. Il y a évidemment des questions de mobilité, de rétention. On sait très bien que ça coûte cher de former, ça coûte cher de réembaucher si quelqu'un nous quitte un peu vite. Hein. On sait que le coût moyen d'un recrutement, c'est 15 à 25% du salaire brut annuel. Et donc, si vous embauchez quelqu'un qui part au bout d'1 an, y compris s'il a confirmé sa période d'essai, ça va coûter cher à l'entreprise. Et si vous investissez sur lui, que ce soit dans la façon dont il entre dans l'entreprise, mais aussi en termes de formation, c'est aussi, ça veut dire qu'il va falloir le refaire, le recommencer. Donc la question de la mobilité et de la rétention est importante. Les raisons de s'intéresser à l'expérience collaborateur, et ça, là, on pourra en écrire, là pour le coup, des bouquins, plusieurs bouquins entiers. C'est ce qu'on appelle les nouvelles façons de travailler. Je vous le fais en français dans le texte quand même. Les nouvelles façons de travailler, et on voit qu'on est aujourd'hui un peu en peine, et j'y reviendrai tout à l'heure, sur la question des modes de travail, la façon dont on interagit dans l'entreprise, et on voit que les outils, oui, certes, les outils permettent d'aplanir. Alors, il faut quand même tempérer le truc, ça aplanit plus ou moins. Donc oui, c'est bien de faire des visios, etc. Mais tout ça mérite d'être quand même bien réfléchi et de trouver le juste équilibre, sachant que ça n'est pas facile. On parle beaucoup aussi de mode hybride, de travail, etc. Mais de trouver le juste équilibre dans l'entreprise. Ça, c'est important. La question aussi de la quête de sens. On voit qu'il y a beaucoup... Alors, on parle de quiet quitting, mais aussi, on a vu les grandes démissions, etc. Le sujet était aussi que certaines personnes se sont rendues compte, notamment pendant le Covid, donc il y a eu un effet loupe très important, que ce qu'ils faisaient n'était pas intéressant, ou en tout cas pas dans des conditions intéressantes. Et donc la question aussi, et ça c'est des choses qui sont regardées aussi avant de rentrer dans une entreprise, c'est comment l'entreprise est contributive à ce qui se passe aujourd'hui sur la planète. Si je le fais court, et c'est ça la quête de sens aussi, c'est je vais rentrer dans une entreprise qui est responsable, qui est engagée, parce que ça correspond à moi, mon engagement et ma volonté d'être responsable. Ensuite, les risques psychosociaux, donc je ne vais pas trop le développer puisque Noémie a fait toute une keynote dessus. Et un actif stable, c'est effectivement la richesse de l'entreprise. C'est un peu impossible de le dire, mais c'est la réalité. La richesse d'une entreprise, ce sont les femmes et les hommes qui la composent. Sans les femmes et les hommes qui la composent, l'entreprise n'existe pas. Donc ça fait un peu du mal à entendre quand on est un dirigeant, mais c'est la réalité. C'est peut-être moi qui vais en arrière. Et puis ce qu'on a voulu faire aussi, c'est déconstruire un petit peu les idées reçues sur l'expérience collaborateur. Donc on a dit, et vous verrez qu'on n'est pas du tout d'accord avec ça, l'expérience collaborateur, c'est une nouvelle façon de dire RH.
Alors moi, typiquement, j'ai vécu des DRH en entreprise qui, tout à coup, parce qu'on s'était intéressé à l'expérience collaborateur, du coup, s'auto-intitulaient directrice ou directeur de l'expérience collaborateur. Donc, l'expérience collaborateur, ça n'est pas une nouvelle façon de dire RH, et je reviendrai dessus. L'expérience collaborateur, c'est pour la Silicon Valley. Pourquoi? Parce que bon, j'ai entendu le mot baby-foot tout à l'heure. C'était de dire aussi que c'est pour l'univers des startups, où on voit que dans les startups, on a des conditions de travail, je ne parle pas que des baby-foot, mais où c'est très agile, très plat, c'est très accéléré, donc on peut faire plein de choses. Donc non, il n'y a pas que dans les startups qu'on peut s'intéresser à l'expérience collaborateur. Réduire le sujet aussi au digital, on parlait des outils qui permettent de communiquer, est une grave erreur, parce qu'aujourd'hui on a besoin, et je reviens à la formidable conférence de Pascal, on a besoin de liens sociaux, ça c'est aussi important. Bon, les baby-foot et les canapés, on en a parlé. Alors c'est un effet de luxe ou un effet de mode. Donc ça c'est aussi un gros problème de le penser, de se dire tiens, tout à coup expérience collaborateur, je vais mettre ça dans mon entreprise, ça va faire chic, et on voit bien que c'est la tendance liée à la santé mentale, etc. Mais en fait, vous verrez que l'expérience collaborateur, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Et si vous ne le faites pas pour de vrai, réellement, dans la durée, ça ne sert à rien en fait. Ce n'est pas la peine d'engager une démarche autour de l'expérience collaborateur. Et puis l'expérience collaborateur, c'est pour les cols blancs, c'est-à-dire en fait, oui, c'est une histoire de cadre. Non, pas du tout. C'est pas du tout une histoire de cadre, puisqu'on peut s'intéresser aussi à ce qui se passe dans l'industrie, dans les usines. Donc ça concerne tout le monde, tous les salariés, tous les employés d'une entreprise. Alors, je vous disais, c'est une nouvelle façon de dire RH. Je vais revenir dessus. Enfin, c'est faux, et je vais revenir dessus. Ce qu'on a pu voir, nous, c'est qu'en fait, on l'a résumé comme ça, mais il y a 4 dimensions qui sont importantes. Et ça veut dire, dans l'entreprise, donc ça c'est du vécu réel, dans l'entreprise, ça veut dire qu'on va faire travailler ensemble, donc vous avez bien entendu, faire travailler ensemble plusieurs fonctions qui sont de temps en temps ou souvent dans des logiques de territoire, de friction. Et donc là, le succès va être de faire travailler ensemble toutes ces fonctions. Pourquoi? Parce qu'elles détiennent chacune un bout de l'expérience collaborateur. Et donc, c'est important de faire travailler ensemble les ressources humaines, bien sûr, l'immobilier, bien sûr, tout ce qui est IT, parce qu'on a parlé des outils tout à l'heure, et aussi les questions de métier, bien sûr, et bien sûr la direction générale, parce que s'il n'y a pas un mécène sur le sujet, ce n'est pas la peine non plus de s'y intéresser. Si le dirigeant de l'entreprise n'est pas lui-même convaincu, ce n'est pas la peine de lancer une démarche non plus sur l'expérience collaborateur et sur l'amélioration de l'expérience collaborateur. Sachant que là, ce qui était intéressant, c'est que quand on a publié chez Duno a des collections, et notamment une collection ressources humaines. Et donc nous, avec Maxime, mon co-auteur, on disait à notre éditrice, mais non, en fait, nous, on ne veut pas être dans ressources humaines. Parce que c'est exactement, on plaide exactement l'inverse. C'est-à-dire, on dit, ça n'est pas la propriété des ressources humaines, il faut que toutes les fonctions de l'entreprise travaillent ensemble, parce que chacun a son petit bout. Bon, malheureusement, on n'a pas pu refaire le marketing de collection de Duno, et donc on est dans la collection ressources humaines, mais vous voyez bien que l'idée, c'est de dire que c'est une démarche holistique, c'est-à-dire que ça doit bien embrasser l'ensemble des fonctions de l'entreprise. Et si vous voulez avancer sur ce sujet ou faire avancer sur le sujet dans votre entreprise, eh bien, il faut bien les mettre tous autour de la table. Alors, je vais faire une petite pause sur 3 témoignages qu'on m'a apportés très récemment et qui, je trouve, reflètent bien les sujets qui sont autour de l'expérience collaborateur aujourd'hui. Le premier, c'est télétravail. Vous avez dit télétravail. Donc, 2 témoignages qu'on m'apporte sur le sujet récemment, qui est le premier, c'est trop bien, on change à la rentrée, on change de bureau, on va dans un top coworking, je ne cite pas la marque, je ne vais pas leur faire de la pub, mais on va dans un top coworking, il y a un rooftop, on a fait un petit déjeuner pour prendre connaissance de nouveaux bureaux, il y a des cours de gym, c'est vraiment super. La semaine suivante, l'ensemble des employés sont de nouveau réunis. Alors, on n'était plus sur c'est trop bien, nos bureaux, etc. C'était pour annoncer, du jour au lendemain, pour annoncer qu'il n'y aurait plus aucun télétravail.
Donc là, on parle d'une petite boîte. On est sur une petite boîte de conseil d'une 30aine de personnes. Et sans coup férir, sans annoncer le truc, du jour au lendemain, il n'y a plus de journée de télétravail. Et moi, j'ai adoré, évidemment, je ne vais pas dire qui c'est, mais j'ai adoré la façon du boss, du patron, de communiquer là-dessus, puisqu'il a dit, bon, je n'ai pas de statistiques, mais notre productivité baisse, notre efficacité baisse. Donc, il n'y a plus aucun jour de télétravail. Je ne vous explique pas les conséquences derrière et tout ce que les employés, en l'occurrence des consultants, ont pu se dire sur leur motivation à rester dans la boîte et à continuer à travailler de manière motivée. Deuxième récit, témoignage, celui-là, il est hyper positif. Donc c'est quelqu'un qui change de boîte, même chose, je pourrais citer parce que là c'est positif, mais qui change de boîte et qui va donc intégrer une entreprise familiale, je le dis parce qu'il y a peut-être un lien de cause à effet, qui intègre une entreprise familiale et qui me dit mais c'est incroyable parce que 15 jours avant mon arrivée dans l'entreprise, j'ai reçu un kit qui m'expliquait l'entreprise, ce qu'est l'entreprise, mais j'étais même pas rentrée encore dedans. Et à mon arrivée, j'ai eu une semaine d'intégration pleine et entière pour découvrir l'ensemble. Donc, je n'ai pas travaillé pour découvrir l'ensemble des métiers de l'entreprise. Et donc, voilà, là, je me suis dit, et lui, il était enthousiasmé. Donc, je me suis dit, mais quelle belle expérience d'intégration, d'onboarding dans une entreprise. Et souvent, ce que je dis, c'est que c'est pas des choses, ça ne demande pas des 1000 et des 100 pour envoyer quelque chose avant, un petit kit, pour faire un petit signe, ou même à l'arrivée avoir quelque chose, un petit cadeau de bienvenue sur le bureau. C'est rien, c'est des petites attentions. En l'occurrence, ça ne coûte pas grand-chose, mais ça fait vraiment, vraiment la différence. Et puis, le sujet sur lequel moi je suis souvent en colère, c'est quand il y a une prise de poste de manager. Donc, on dit à quelqu'un, toi, tu n'es pas mauvais dans ton domaine, viens, tu vas être manager, sans aucun accompagnement. Et là, je vous le fais à l'inverse. Dans la mutuelle d'assurance dans laquelle j'ai travaillé, en l'occurrence, c'est quelqu'un de mon équipe qui m'a remplacée. Eh bien, ce que la mutuelle a mis en place, c'est une formation de primo-manager, parce que la personne qui me remplaçait avait managé dans sa vie une personne. Donc, une formation primo-manager, c'est-à-dire quels sont les basiques du management, qu'est-ce que ça veut dire manager, un coaching d'accompagnement de prise de poste, et aussi, cerise sur le gâteau, ou ça je ne sais pas, mais en tout cas j'ai l'impression que ça lui a plu, une passation de ma part. C'est-à-dire que moi, on m'a payé pendant 3 mois pour que je puisse passer mon poste, parce que pour elle, elle avait un énorme potentiel, mais la marche était haute. Et donc ça, je me suis dit, waouh, si toutes les entreprises pouvaient se préoccuper d'accompagner les managers quand on les met en position de manager, ce serait quand même, on aurait gagné quand même pas mal de choses. Alors, l'expérience collaborateur, on l'a aussi décrit avec Maxime comme l'expérience client, c'est-à-dire ce sont 11 étapes d'interaction que le collaborateur peut avoir, alors je ne vais pas toutes les citer, mais peut avoir avec l'entreprise, et ça va dès l'amont, quelqu'un qui se renseigne ou qui candidate, jusqu'à l'aval. Et l'aval, c'est je pars de l'entreprise, le départ de l'entreprise. Et souvent, on parle, dans ces étapes-là, de moments de vérité et de moments oubliés. Et les moments de vérité, ça, j'imagine que vous le vivez chacun. Les moments de vérité, c'est notamment la question de l'évaluation, de l'entretien annuel d'évaluation, ou alors il est peut-être plus fréquent qu'annuel. Et ça, c'est clé, parce que ça emporte beaucoup de choses en termes de motivation, la question de la préparation de ce moment-là, de part et d'autre d'ailleurs, et la capacité, effectivement, à dire des choses, à dire toutes les choses, mais en faisant en sorte que ce soit bien reçu. Et moment oublié, et ça c'est un peu dommage parce que c'est pareil, ça ne coûte pas grand-chose, c'est le départ de l'entreprise. Alors je ne parle pas des cas où on est très très fâché, mais la plupart du temps, la majorité du temps, ce n'est pas le cas. C'est parce que la personne veut aller à acquérir d'autres compétences, elle veut vivre une autre culture aussi, pour varier, peut-être c'était son premier poste, elle veut une autre culture. Et souvent on a un employeur qui va trouver que il nous quitte, c'est pas bien, il nous quitte. Alors que accompagner ce moment-là et rester en bon contact avec la personne qui part, c'est clé. Pourquoi ? Parce que demain, peut-être qu'il sera en position d'être votre client.
après-demain, peut-être qu'il reviendra dans l'entreprise toquer en disant j'avais ces compétences-là, j'ai ça aujourd'hui. Et donc ce moment qui est vraiment un moment oublié la plupart du temps en entreprise est clé aussi. Alors je vous ai dit, je vais accélérer, je vous ai dit qu'on était en pleine période Covid et donc j'étais dans une entreprise qui était en stress total pour dire oh là là, plus personne va vouloir revenir au bureau, qu'est-ce qui va se passer? Et donc on m'a demandé comme regarder dans une boule de cristal, qu'est-ce qui va se passer? Et comme les dirigeants ont toujours besoin d'être rassurés, et ben on a écrit 6 convictions. Alors je suis plutôt confortable avec ces convictions-là vu ce qui se passe en ce moment. Et on a écrit le bureau physique n'est pas mort, la vocation du bureau évolue en revanche. C'est-à-dire venir travailler seul avec son casque en échangeant avec personne, aucun intérêt. En revanche, venir travailler pour travailler ensemble et donc avoir des lieux, des environnements de travail qui le permettent, ça oui, ça a un intérêt. Le travail hybride se développera, donc on voit, même si aujourd'hui c'est un peu confus, il y a beaucoup de step back, de retour arrière, etc. On va avoir, ce qui rejoint le point 2, une multiplicité d'espaces et il faut que l'employeur réfléchisse à ça. Et puis les précautions sanitaires, c'est peut-être celle sur laquelle on s'est peut-être un peu planté, parce que les précautions sanitaires qu'on a pu voir dans le Covid, elles ont été quand même bien balayées, oubliées. Et les enjeux, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur le sens, environnementaux et sociétaux deviennent incontournables. Donc je finirai, alors pas là-dessus, je finirai là-dessus, parce que je vois Jean-Michel se lever, en disant, c'était juste un petit message un peu d'ouverture, performance, vous avez dit performance, de quoi parle-t-on? Peut-on un jour, dans ce monde, se libérer des indicateurs financiers et ne réguler les entreprises que par le prisme des indicateurs financiers? Ma petite note d'optimisme, même si on voit bien qu'il y a du retour arrière là-dessus, c'est qu'on a tout un tas de dispositifs, je les ai cités quelques-uns, mais ils ne sont pas exhaustifs, la RSE, bien sûr, la CSRD, le label B Corp, entreprise à mission, qui permettent de s'intéresser à cette dimension d'expérience collaborateur. Donc je voulais finir sur cette note positive. Et une belle ouverture. Merci beaucoup, merci à vous. Votre livre est en vente à la librairie, qui est là juste en face. Absolument. Merci beaucoup pour votre Jean-Michel. témoignage et du coup votre... Human First. Human First. Au cœur de l'humain.